Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous partager le parcours inspirant de rénovation d'une nouvelle invitée. Il s'agit de Maude du compte Instagram Les Filles Rénov'. Maude et sa compagne, Joanne, sont des passionnés de rénovation. Une passion qui coule dans leurs veines à tel point qu'il leur faut toujours un projet de réno en cours et que récemment, Maude a décidé d'en faire son métier en devenant marchand de biens. En 2021, elles habitent la banlieue nantaise et s'imaginent bien avec un petit pied-à-terre à la mer. Et c'est comme ça qu'arrive à elles, grâce à une notification fortuite sur Le Bon Coin, cette petite maison en ruine située à La Bernerie-en-Ré. Sans projet particulier en tête, elles se rendent à la visite, un peu par curiosité, et finalement, elles s'y projettent tellement qu'elles font une offre. Après quelques péripéties, elles se retrouvent propriétaires de ce fameux pied-à-terre de 35 mètres carrés, complètement inhabitable et laissé dans un état désastreux. Pour tenir à 4 dans cet espace très réduit, un besoin irrémédiable d'agrandir s'est vite fait sentir. De gros travaux s'engagent alors et elles finissent par tout démolir pour reconstruire une maison à étage de 72 mètres carrés. Et malgré tout, 72 mètres carrés, c'est quand même très petit pour vivre avec 2 enfants. Toute leur ingéniosité a été donc sollicitée pour optimiser le moindre centimètre carré, car de fil en aiguille, elles ont décidé de déménager pour y vivre au quotidien, délaissant ainsi leur maison nantaise. C'est sûr qu'à quelques pas de la mer, c'était dur de résister. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment parfois il ne faut pas avoir peur d'y aller quand on se lance dans la rénovation, même avec un projet un peu fou, car il faut bien garder en tête que tout est possible, tout est réalisable au bout du compte. Alors certes, ça demande une bonne capacité à se projeter et surtout beaucoup de résilience, mais on peut rénover une ruine un peu sur un coup de tête quand on sait qu'on a le coup de cœur et que finalement on trouvera toujours des solutions. J'ai aussi beaucoup aimé l'univers solaire et coloré qui règne chez Maude et Joanne, où toutes les couleurs, aussi punchy soient-elles, s'harmonisent parfaitement. Du bleu, du jaune, du vert, du rose, on peut dire qu'elles n'ont pas froid aux yeux, mais effectivement, c'est ce qui crée ici une nouvelle âme à cette maison qui s'est vue renaître grâce à elles. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Maude et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, je suis vraiment ravie d'être ici avec toi, dans ta maison, ta ruine à la mer, comme tu aimes l'appeler. Et Maud, tu es une vraie passionnée de réno, je le sais, parce que dans la vraie vie, on se connaît, en fait. Il se trouve que le hasard fait bien les choses et que on est presque voisines et surtout, nos enfants vont à l'école ensemble. Donc forcément, entre 2 passionnés de réno, on s'est tout de suite très bien entendus et donc c'est assez drôle qu'on se retrouve, là, ici, aujourd'hui pour que tu nous parles de ce projet que j'ai vu, sur la dernière, partie se finaliser quand on a déménagé ici donc en Loire-Atlantique. J'ai pu voir un peu, l'évolution du chantier, dont tu vas nous parler plus en détail. Mais avant, de plonger, justement dans ce projet passionnant, j'aimerais te donner l'occasion, de te présenter, brièvement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Ils n'ont pas tous cette chance. Peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Ça marche. Bon, déjà, merci beaucoup, Alison, pour ton invitation. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. En quelques mots, donc, je m'appelle Maude, j'ai 36 ans.
Je vis enfin à la mer, c'était un peu mon rêve d'enfance. J'ai passé toute mon enfance à la mer, on y revient avec nos enfants maintenant, donc je suis ravie. Après avoir été éducatrice spécialisée pendant presque 15 ans, je viens de raccrocher le tablier pour justement me rapprocher d'un métier, plus axé autour de la rénovation, puisque je viens monter fraîchement ma société de marchand de biens. Rapidement, l'idée, c'est d'acheter des biens dont personne ne veut, souvent des passoires énergétiques, et d'essayer de les rénover clé en main, c'est-à-dire jusqu'à la décoration, puisque c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, j'habite en effet à la mer depuis 1 an avec mes jumeaux et ma femme Joanne qui est artisan, qui est métallière d'art et avec qui je mène ces projets réno main dans la main. C'est même elle qui m'a initiée à la rénovation et qui m'a donné goût à tout ça, parce qu'elle en avait déjà fait avant qu'on se rencontre il y a 12 ans et elle m'a vraiment donné goût à ça. Voilà. T'as transmis le virus. Ouais, exactement. Ouais, c'est sûr, c'est compréhensible. Surtout que elle est très douée Oui. pour les travaux et le bricolage nécessairement, donc elle t'a initiée. Je Ouais. comprends. Elle sait tout faire, hein, on va dire. Et écoute, maintenant que les présentations sont faites, je suis curieuse de savoir comment cette maison est arrivée dans vos vies. Alors, d'une façon assez drôle parce que donc nous, on avait déjà rénové une maison proche de Nantes, une grande maison en pierre. On avait envie de recommencer, mais on avait des jumeaux en bas âge et du coup, en bas âge, 3-4 ans, c'était compliqué, voilà. Oui, des jumeaux, ça occupe bien déjà. Ouais, ça occupe bien, mais on avait toujours cette petite idée-là en tête de refaire une réno. Et puis un jour, un dimanche, on rentre d'un repas de famille, mon téléphone sonne, j'avais mis une alerte pour trouver une maison justement au bord de la mer. Mon téléphone sonne, je vois cette petite maison, cette ruine, parce que c'était vraiment une ruine. On voyait le ciel à travers le toit, à un prix vraiment pas très cher pour le secteur. Je prends mon téléphone, j'appelle tout de suite. Mais du coup, c'était plus par curiosité alors. Enfin, si je comprends, parce que si tu avais des annonces, tu reçois Oui. des alertes, mais en même temps, vous vouliez pas vous lancer dans un projet Parce tout de suite. qu'après, moi, j'ai cette curiosité où j'ai à peu près une dizaine d'alertes enregistrées pour plein de choses différentes, en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais une alerte bord de mer, mais sans me dire du tout. Le projet, c'était pas d'y vivre. Vraiment, vraiment. C'était pas d'y vivre. Nos enfants étaient petits, on voulait qu'ils restent scolarisés dans la même école. Mais je vois cette petite ruine qui faisait 33 mètres. Enfin, c'était marqué 45 sur l'annonce. Au final, c'était 33. J'appelle. Je montre à Joanne un petit appel. Je suis la première à appeler. Je cale une visite le lendemain, je vais travailler. Je sais pas comment j'ai fait pour poser un jour de congé du jour au lendemain. Et on y est allé et on a été les premières à visiter. Mais en fait, on est rentré. De toute façon, c'était une seule pièce de 33 mètres carrés, un terrain de 90 qui était rempli de ronces, donc on pouvait juste faire un tour sur nous-mêmes. Et je sais pas pourquoi, sans se concerter, on s'est dit on fait une offre au prix, on achète. Mais je peux même pas te dire pourquoi, on savait pas quel était notre projet, quoi. Sauf que là, c'était un peu compliqué. Dis-toi que le propriétaire a eu 700 demandes Le Bon Coin en 24 heures. Nous, on est arrivés, il y avait la queue pour visiter. Il y avait des marchands de biens, des professionnels, du particulier. C'était énorme. Et rappelle-nous, dis-nous, on est à quel moment là? C'est en quelle année? Là, on est, je crois, en novembre ou décembre, du coup, 2022. Ok. Voilà. Donc, 2021 même. 2021. Ah, voilà. 2021. Ok. Donc on veut faire une offre au prix. Le propriétaire nous dit non, moi je prends toutes les offres ce soir via Le Bon Coin. Tu vois, un peu bizarre. Mais on a bien vu que c'était pas une vente classique. Déjà, il dit 33, c'était 45. Il s'était trompé sur tout. Mais c'était une vente en direct avec le Ouais, propriétaire. une vente en direct, ok. voilà. Et puis s'en est suivi une espèce de montée aux enchères pas cool en fait. Et nous, on connaît vraiment bien le prix du secteur. On s'est dit que fallait pas qu'on fasse une offre au prix. Fallait qu'on fasse une offre au-dessus. Ce qui est assez rare. Moi, j'ai toujours fait des négos et là, voilà. Et on a bien réfléchi en fait. Donc on a fait une offre au-dessus, sauf qu'on n'a même pas été les seuls. Au final, il a essayé de lancer une surenchère via email interposé, ce qui nous a pas trop plu. Donc nous, voilà, on a joué un peu sur la corde sensible en disant que cette maison, on voulait lui redonner vie, on voulait y passer du temps avec nos enfants, etc. Donc il a accepté notre offre. Voilà. Mais à cette époque-là, on pensait encore que ça allait être une petite maison de vacances et qu'on avait à vrai dire même pas de quoi financer. Donc on s'est dit, on va la rénover, on va la louer toute l'année et puis nous, on y passera le temps de la rembourser un peu, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines l'été, quelques week-ends, quoi. Ah oui, donc l'idée, c'était de faire de la location saisonnière. Pour la financer, Ouais, ok. jusqu'à ce qu'elle puisse nous appartenir vraiment, quoi. Mhm.
sachant qu'elle n'était pas très chère. Donc Joanne a rapidement fait des plans sur SketchUp, comme elle fait toujours en une soirée, où elle avait optimisé les 33 mètres carrés, elle a réussi à faire 3 couchages, avec des trucs en hauteur, un peu cabine de ski, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous envisagez pas Non, d'y vivre. d'agrandir. Vous Non. voulez capitaliser sur les 33 mètres carrés Ouais. existants. Ok. Ouais. On rappelle que vous êtes 4. On est 4. Ouais. Voilà. Et donc, mais un peu, petite cabine de ski avec des espèces de petits couchages en hauteur, des trucs escamotables, hyper chouettes. Et je sais pas pourquoi, au fil du temps, on s'est dit, mais on a toujours voulu vivre à la mer. Est-ce qu'on pourrait pas transformer cette maison pour la rendre habitable? Voilà. C'est-à-dire qu'elle fasse plus de 33 mètres carrés. Là, on a vu qu'on était en zone architecte des bâtiments de France. On a commencé à se renseigner sur combien on pouvait s'étendre sur le tout petit terrain, pour rappel qui fait 90 mètres carrés. Et on voit qu'on peut faire un étage et qu'on peut empiéter un peu sur le jardin. Donc, on se rend compte qu'on peut faire 80 mètres carrés au final. 82 même, 83. Donc, on se dit, top quoi, let's go. On y va pour y vivre. Et c'est de là qu'est né le projet. Ah ouais. Voilà. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous pouviez augmenter la surface que tout d'un coup, vous vous êtes dit, bon, finalement, et si on déménageait, quoi. Et puis, en fait, le projet a pris du temps. Et donc, du coup, au final, les enfants, on s'est dit, ils vont pouvoir finir leur grande section, on arriverait au CP. Enfin, tout, en fait, tous les signaux étaient ouverts. On s'est dit, c'est un vrai pari, let's go. Surtout que les 82 mètres carrés se sont transformés en 72. Parce qu'en fait, on avait, nous, pas pris en compte qu'il allait falloir remonter des murs, etc. Parce que les murs, on a dû en casser plein. Enfin, puis la surface de rangement qui n'est pas considérée Exactement. dans les mètres carrés. Parce que quand tu dis ruine, c'est-à-dire qu'il y a eu la tempête, je crois que c'était la tempête Xynthia il y a 12 ans, ou 13 ans, et la maison a subi la tempête de plein fouet. Ils n'ont jamais retouché la maison depuis. Donc il y avait l'eau la baignoire était remplie d'eau. Il y avait le matelas moisi collé au sol. Il y avait encore des jeux de société sortis, la bouteille d'huile, la télé, tout. Les gants de toilette. Ils vous la laissaient en l'état. Ils ont refusé d'enlever quoi que ce soit. C'était le deal sympa. pour eux. Ouais. Ah oui, ils l'ont dit tout de suite, quoi. Au moins, non, ils ne l'ont pas dit tout de suite parce qu'ils nous l'ont dit après chez le notaire. Mais bon, ils nous ont dit c'est ça ou rien. On la voulait tellement que. Ah, ils l'ont pas dit tout de suite. C'est quand même un peu vache, ils là, n'ont pour pas le été coup. très cool, Mais bon. Ok, donc tu arrives avec en gros une maison qui a juste 4 murs, puisque même le toit, je suis pas sûre que. Et puis même plus 4 murs au final, parce qu'en fait, on n'a pas pu tous les garder. Ouais, c'est ça. Donc, et qui est encombré et en complet délabrement. Complet. Et du coup, la première des choses que vous faites, c'est la vider, j'imagine. C'est contacter un maître d'œuvre. Ah oui. Parce qu'en fait, autant la première réno, on l'avait conduite nous-mêmes, mais là, on s'est dit, bon, avec en fait, dans notre maison actuelle, pour faire une toute petite parenthèse, on est passionné de Chine et de vide-grenier. On avait donc une maison de 150 mètres carrés à peu près et 80 mètres carrés de dépendance, plein comme un œuf, quoi. De tout ce qu'on avait chiné. Et en fait, on se rend pas compte, mais avec des jumeaux, vider une maison comme ça nous a pris 6 mois, en fait. Et s'il avait fallu en plus être sur le chantier un jour sur 2, qui était à 40 minutes à peu près de la maison, on n'aurait pas pu. Donc on a été ultra présente, mais le maître d'œuvre nous a permis de gérer des petites choses qu'on n'avait pas forcément les connaissances. Le permis de construire, au final, c'est nous qui l'avons déposé. Mais voilà, tout ce qui est maçonnerie, fondation, c'était important. Tu vois, évacuation des eaux, etc. Autant on a été très présente sur la suite, mais ça, on a pris un maître d'œuvre pour savoir ce qu'on pouvait faire ou pas. On était aussi en zone ABF, architecte de France. Donc voilà. Donc on a fait ça, et en effet, dès qu'on a eu la remise des clés, on devait, on a dû la vider. Ouais, voilà. On a fait ça à 2. C'est ça, vous avez fait ça vous-même. Ça m'a valu 3 points de suture. Je me suis pris un vieux lit en métal sur la tête. Sympa. On a trouvé des rafles fossilisées, mais voilà. Non, ça a dû être une petite partie de plaisir, effectivement. C'est ça. C'est ce qui fait partie des projets réno, on le sait, c'est mettre la main à la pâte aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Surtout ce genre de tâches. Alors là, à vrai dire, ma petite sœur devait le faire avec un de ses copains. On avait donné, on avait type allé pour 500 €. Et en fait, elle l'a quitté une semaine avant. Elle a même pas venu vous filer un coup de main pour se faire pardonner. Non, elle était triste, la pauvre. On l'a laissée dans son chagrin et on s'en est chargé. Voilà. D'accord. Et du coup, donc vous commencez à vider cette maison. En parallèle, un peu, j'imagine, vous avez contacté ce maître d'œuvre et puis vous commencez à imaginer à quoi elle va ressembler. Oui, et ça, c'est vrai qu'on ne lui a pas laissé trop de place là-dedans. Lui, il était vraiment dans un suivi de chantier au quotidien. On a déposé le permis. C'est nous qui avons pensé surtout Joanne, qui a fait tous les plans sur SketchUp. Il faut savoir que cette maison, on savait qu'elle serait petite. Plus on allait, plus on perdait des mètres carrés. Et on s'est dit, chaque centimètre carré doit être exploité, va être exploitable.
Et donc surtout tout que vous était passiez important. de Bah, 150 on a mètres carrés, divisé tu me par dis, 2, ouais. à 72. Mm. Donc C'est pour ça que je te effectivement, dis que le travail en amont aussi, de vider la maison, c'était hyper important. C'était OK. Combien on garde d'assiettes? Vraiment. Combien on garde de verres? Combien on garde d'assiettes? Attends, on n'a pas besoin de, je sais pas, d'autant de chaises, d'autant de chaussures. C'était un vrai travail pour s'alléger. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans 72, on a plein de placards vides. Et on n'a plus de garage, hein. ouais. Donc ça, c'était un travail énorme, chronophage, épuisant. Ah, mais ça a dû Mais faire du bien, hein, ah ouais, au bout du bout. on fera plus les mêmes bêtises. Quand on va en De vide-grenier, maintenant, s'alléger. on se Ouais. pose plusieurs fois la question avant d'acheter quelque chose, ouais. Et parce Et que du coup, vous achetez, c'était quand même pour vous. ouais, bah en fait, faut savoir que notre maison d'avant, les gens, ils l'ont acheté entièrement avec toute la déco, tout ce qu'on avait chiné. Toutes les lampes, canapés, table basse, table de nuit, rideaux de douche, tout. Ils ont voulu tout nous racheter. Ah, Et vous nous, l'avez vendu meublé quasiment, quoi. ouais, alors c'est venu après. Mais du coup, quand ils ont l'acheté et qu'ils ont réalisé qu'on allait tout reprendre, ils se sont dit, mince, ça sera plus la même maison. Est-ce qu'on peut tout vous racheter? Et nous, bah, on a dit bien sûr. Parce qu'en fait, tout ce qu'on chine, on a arrêté de chiner parce que la maison était déjà terminée. Mais si on peut tout me permettre, du coup, d'avoir de nouveaux enjeux, c'est top, quoi. Oui, puis là, du coup, vous étiez dans le dilemme inverse. C'était que finalement, vous aviez beaucoup trop de meubles aussi pour pouvoir habiter ici. Puis on avait envie de changer. Voilà, on avait envie de changer. Et c'est ça qui est chouette avec... Enfin, quand on chine aussi, quoi. Et l'idée, nous, quand on pense c'est bien, et ça va être pareil pour celui-là et les autres, c'est... on se dit, on pense tout tellement aussi sur mesure. Tu vois, les lampes, tu vois, autour de toi, elles sont pensées aussi pour aller à ces endroits, que si on enlève tout ça, ça enlève de l'âme aussi à la maison. Donc nous, si les gens veulent rester avec tout ça, et bah ça nous va, en fait. Ça nous dérange pas. Ça vous donne pas l'impression d'y laisser un peu trop de... Enfin, ça peut être aussi quelque chose de très positif, hein, mais d'y laisser un peu trop de vous. Ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui nous plaît aussi là-dedans, en se disant que les gens, ils ont... Alors, on aurait du mal à y retourner, parce que tu vois, dans la maison d'avant, j'y suis retournée, j'avais l'impression d'être encore chez moi, ça m'a fait bizarre. Par contre, je me dis, bah, les gens, ils ont compris, en fait, l'esprit qu'on a voulu donner à la maison, l'âme. Et en fait, il y a des maisons comme celle-ci qui n'a pas une histoire folle, parce qu'on est quasiment sur une réhabilitation, sur une maison neuve. Oui. Mais du coup, l'histoire, on va lui donner aussi au travers des objets qu'on pense pour la maison, des pièces design qu'on va trouver, etc. De l'aménagement sur mesure. Donc en fait, si les gens veulent tout garder, on se dit, bah, le pari, il est réussi. Ok, c'est beau. Bon, alors, si on en revient à ces travaux, du coup, vous contactez ce maître d'œuvre et en même temps vous lui laissez la place uniquement pour le suivi, mais parce que bon, bah on voit, hein, vous êtes passionné, très impliqué, donc les plans, l'aménagement se matérialise assez rapidement dans votre tête. Et justement, comment vous pensez de ça? Comment tout d'un coup vous vous dites, bah on va créer ces volumes de cette façon, et surtout comment on va réussir à habiter à 4 dans 72 mètres carrés avec 3 chambres? Ouais, avec 3 chambres. Et 3 chambres, ouais. Alors ça, c'est dommage que Joanne soit pas là pour en parler parce que c'est vraiment sa partie. Moi, je vais on va réfléchir ensemble à ce qu'on veut, combien on voudrait de chambres, combien on voudrait de pièces. Et Joanne, elle a ces idées-là et surtout, elle a cette capacité à les mettre en œuvre. Parce que par exemple, on a essayé de pousser la maison le plus haut qu'on pouvait. Ça, voilà. Donc on est allé assez haut, on va dire. Ce qui fait qu'à l'étage, on a des chambres certaines qui font moins de 8 mètres carrés. Mais tu me l'as dit tout à l'heure quand t'es montée, et ben c'est fou parce qu'on rentre et on dirait pas. Parce qu'en fait, c'est tellement haut, elle a créé des structures en métal où les enfants peuvent tenir debout. Donc, on a des lits 2 places pour les enfants à l'étage, un petit coin bibliothèque, etc. Et ça libère entièrement l'espace en bas. Et par exemple, l'espace escalier, toutes les marches en dessous, enfin tout le dessous des marches, c'est du rangement. Donc en fait, il n'y a aucune perte d'espace et tout est pensé comme ça dans la maison. Donc ce qui fait qu'on a, oui, 3 chambres, on n'a pas ce sentiment d'être étriqué. On a une salle de bain, voilà, avec une double vasque, un WC, une grande baignoire, des WC aussi au rez-de-chaussée. Donc c'était vraiment un jeu de Tetris. Moi, je l'ai vu, hein, elle m'a fait rire parce qu'elle était sur SketchUp et je pense qu'elle a créé tout un lotissement de notre maison. C'est-à-dire que notre maison, elle en a fait 40 exemplaires. Plein de versions différentes. C'était comme un lotissement avec plein de versions. Et du coup, ensemble, ensuite, on choisit, avec aussi la faisabilité des artisans. Mais je sais que moi, je suis plus faible là-dessus. Des fois, les artisans vont me dire, je peux pas faire. Moi, je vais rentrer, je vais dire à Joanne, bah mince, ils peuvent pas. Joanne, elle me dit, si, ils peuvent. Elle y retourne, elle parle avec eux, et le soir, elle rentre, elle me dit, c'est bon. Ouais, parce qu'elle sait les persuader, parce qu'elle sait parler leur langage. Parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est sûr.
D'accord. Et donc, à partir de, enfin, c'est quoi l'étape d'après quand les travaux commencent Alors, vraiment? du coup, je crois qu'on fait l'offre. En fait, c'est pas compliqué. On fait l'offre en décembre, je crois, 22, et les travaux. Non, 21. Et les travaux commencent un an après seulement. Ça a Ah, été très, très long. 1 an. 1 an de Sauf. dossier, 1 an Ouais, de. ouais. Vous Et avez galéré un peu il à manquait une obtenir. pièce, c'est con, mais du coup, on a perdu 1 mois et demi. Et ensuite, on est en zone balnéaire, on peut pas faire de travaux l'été. Puis au final, les travaux de maçonnerie, il y a eu beaucoup de surprises, ça a été très long. Donc bon, ensuite, au final, à partir de la première démolition jusqu'à notre emménagement, il y a eu 1 an. Donc en fait, ça, j'ai envie de dire, ça va. Donc Oui, parce on que vous vit. avez quand même tout démoli. Ouais, on est quasiment sur une maison neuve. En fait, d'extérieur, on a un peu la maison qu'on voulait pas. C'est-à-dire une maison un peu, pas pavillonnaire, mais je veux dire, sur une maison neuve, voilà, on nous a interdit le bardage bois, on pouvait pas mettre de zinc, enfin, une maison assez traditionnelle et Mm. pas ultra charmante, mais du coup, on s'est dit, on va se rattraper Oh, sur elle a quand même l'intérieur. tous les codes typiques de la Oui, région qui montrent quand même qu'elle pourrait ne pas être oui, vraiment c'est neuve. là où c'est bien qu'il y ait des ABF aussi, c'est qu'ils nous ont obligés du volet bois, de la couleur, voilà, une charpente enfin, tu sais, qui dépasse un petit peu pour avoir un petit Les petites côté, briquettes les petites sur les briquettes, tablettes etc. de fenêtre. Je suis d'accord qu'on se rattrape un peu comme ça, mais c'est pas le genre de maison vers laquelle on irait à la base, tu vois. Mm, mm. Mais bon, donc voilà, les travaux commencent, et là, gros travaux de maçonnerie. Et en fait, ça a été très long parce que, en fait, on se rend compte que la démolition, c'est long, l'évacuation. Ensuite, il faut refaire des dalles, il y a des temps de séchage, etc. Donc tout ça, ça a été très très long, une grosse pause l'été. Voilà, bon, ça se déroulait. Nous, on allait quasiment toutes les semaines sur le chantier. Les enfants râlaient parce qu'en fait, on part tellement de loin qu'ils disaient, mais on l'aura jamais, cette maison, c'est fou. Et puis, grosse déconvenue début de l'été parce que le jour où les menuiseries, je sais pas, pour moi, la pose des menuiseries, c'est une étape hyper importante. Ça commence à ressembler vraiment à une maison, le placo des menuiseries. Les cotes ont été inversées, c'est-à-dire que les largeurs et les hauteurs ont été inversées. Donc, sauf qu'une commande de menuiserie, c'est 12 semaines. Donc là, on a pris... Ah oui. Bon, ils ont réussi à réduire un peu le délai, mais on a pris vraiment un gros délai dans la vue. Et on devait emménager en août. Et c'est là où, du coup, tout a été décalé de 4 mois. Mais bon, on l'a pris avec philosophie, on emménageait quand même à la mer, on avait vendu notre maison, bien vendu notre maison d'avant, de Bougnay, donc au final, on s'est dit, bon, allez, on s'est trouvé une loc et voilà. Et à la fin, ouais, donc ça a mis 1 an, donc moi, septembre 2023, enfin août-septembre, on arrive ici. Moi, je démissionne, parce que du coup, je pouvais plus faire les allers-retours sur mon poste. Et je me retrouve à la maison, et ça tombait bien parce que du coup, j'ai été disponible ici pour finir pose des sols, peinture, pour finir toutes ces choses-là. Donc tout ce qui est grosses œuvres, c'est Ouais, des choses que vous avez fait faire naturellement parce que mais quand on là, ouais. vient là vous avez cassé combien de les murs, enfin au niveau des murs, Mmh. Qu'est-ce qu'on a gardé? qu'est-ce qui est d'origine en fait? En fait, il y a une double mitoyenneté, donc je crois qu'il y a quasiment plus grand-chose parce qu'en plus, on a dû remonter des murs au final pour garder, en fait, pour avoir, comment dire, de l'écart là avec cette maison voisine en tout cas. C'est pour ça qu'on a perdu des mètres carrés au final. Mais franchement, je crois qu'il y a juste ce mur-là qui a été gardé. Oui, non, tu es en train de Voilà. me montrer un seul mur. Ouais. Mmh. OK, donc les 3 autres ont été démolis? Celui-ci, nécessairement parce qu'on a agrandi, mais sinon on aurait pu le conserver. Celui-ci Sur la aussi. rue Ouais. aussi? Donc il y a ce mur-là, et ce mur-là, je me demande si c'était pas le mur du voisin. J'ai un trou, faudrait que je regarde les photos. Mais en tout cas, on a remonté un mur par devant. Voilà. Donc oui, au final, on a gardé un mur. C'est pour ça que ça s'apparente voilà, quasiment à une construction neuve, Ouais. quoi. C'était pas l'objectif à la base, mais quand on nous dit, voilà, ce mur, il est... Enfin, il est complètement... il boit de l'eau depuis 10 ans parce que le plafond, il coule dessus. Voilà, on se dit, est-ce qu'il y a un intérêt à le garder Bon. Oui, Ouais, au point où on en point où est... vous en étiez, c'est ça, effectivement, autant c'est peut le ça. faire correctement. Ouais. OK, donc le gros œuvre, c'est les artisans, Ouais. maçons, charpente, Maçon, toiture. charpente. Autant sur l'autre maison, on avait fait un placo nous-mêmes, etc. Mais là, faut se rendre à l'évidence. On était, Ouais. moi, j'étais cadre à 1 heure de route. Joanne, elle a sa société. Les enfants, une maison à vider. On n'aurait pas pu, en fait. Voilà. On n'aurait Puis pas c'est pu. quand même un métier, là, vraiment, on est sur des technicités. Oui, non, mais je veux dire, placo, c'est des choses qu'on Oui, aurait potentiellement pu faire. Mais oui, placo, isolation, vous auriez pu vous lancer dans ce.
On aurait Dans le chantier. on aurait pu. Mais bon, effectivement, Ouais. ça pouvait être un peu compliqué. C'est ça. Et puis Joanne savait que tout l'aménagement intérieur, il y allait avoir du taf, quoi. Mm. Parce que pour le coup, ça a été fait après. Donc, ça a été fait à partir de novembre. Et tu vois, la table sur mesure, la cuisine, tout ce qui est l'aménagement là en pain maritime sur mesure, l'escalier qu'elle a fait, l'escalier jaune, les placards, le bureau, enfin, les chambres des enfants, les structures. En fait, c'est Ouais. un énorme travail, enfin, d'aménagement intérieur Et du sur-mesure. et de sur-mesure sur cette Voilà. maison. Parce que c'est aussi ça la spécificité de votre projet, c'est qu'effectivement, vous aviez un tel besoin d'optimisation des centimètres carrés, c'est que tout est sur mesure. Il y a Ouais, quand tout. même très peu, si je regarde autour de moi, c'est quand même très très limité, le mobilier que vous auriez acheté, Non, rien. que ce En fait, soit du mobilier vintage ou pas, hein, mais du mobilier manufacturé, en fait, ça n'existe pas dans votre maison. en gros, si quand on va partir de cette maison, on prend le canapé, on prend juste le canapé, le fauteuil et la table basse. Mais tu vois, la table sur laquelle on est, on peut pas la prendre. Ouais, Enfin, tout reste, quoi. Tout reste. Le bureau, de toute façon, on peut pas rien enlever, quoi. c'est ça. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette maison. C'est-à-dire que même si on part avec toutes nos affaires, tu sais que l'âme qu'on a voulu lui donner, il sera là. Et alors, est-ce qu'il vous reste des travaux à réaliser dans cette maison? Alors, on en parlait avec Joanne hier parce que elle m'a dit que oui, il reste plein de petites choses, mais c'est des petites finitions. En effet, c'est des choses toutes bêtes, mais elle a fait un grand numéro en métal qu'elle veut accrocher devant. Bon, il y avait la terrasse à finir, il reste des petits raccords à faire. Un grand numéro, c'est genre le 30. numéro de la... Ouais, le numéro de la maison, D'accord. tu vois. En soi, on n'est pas obligé, hein. Ouais. Mais voilà. Elle s'est fait plaisir. Voilà, comme on a fait beaucoup d'aménagements sur mesure après avoir emménagé, on a fait aussi, tu vois, il y a eu plein de petits accros sur les murs, c'est plutôt des choses comme ça, des reprises un peu partout, des lampes à installer. Mais bon, on est sur du détail, mais c'est important pour nous le détail aussi. Oui, vous êtes assez perfectionniste. Ouais, et puis on se rend compte que on a attendu très longtemps avant de faire les finitions dans notre maison, on y a vécu 7 ans. On a fait les finitions 6 mois avant la vendre. Après, on a eu des jumeaux entre-temps, on a eu une excuse. Et là, on avait envie de faire ça tout de suite, quoi. Tu vois ? Voilà. Oui, je comprends. Pas vivre dans une maison dont on a le sentiment qu'elle n'est pas complètement finie. Surtout un petit espace comme ça, on s'est dit on a envie tout de suite de s'y sentir bien. Et je me rappelle le jour où on est arrivé, Joanne, elle était pas bien parce qu'on avait, on avait encore aucun rangement. On avait, tu vois, la pièce de vie est pas immense. On avait des cartons jusqu'au plafond. On n'avait pas d'escalier. Donc, on montait à l'étage à l'échelle. Les enfants avaient pas leur structure. Donc, ils étaient vraiment au sol dans une chambre de 7 mètres carrés sur un matelas. Donc, en fait, là, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Ouais, et c'est vrai que derrière, les choses sont allées quand même très vite. Hyper vite. Un gros coup de collier pour faire les aménagements. C'est vrai que la maison a pris un tout autre visage en quand même très peu de temps. Très peu de temps. C'est dingue, ouais. Je sais qu'à chaque fois que tu venais prendre un café, il y avait une nouvelle pièce ou un nouveau placard. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Et j'étais surprise. Waouh, encore un truc nouveau. Joanne est passée à la semaine de 4 jours aussi, cette année. Elle a décidé ça pour son entreprise et c'est chouette. Et puis pour elle aussi. Et puis du coup, en gros, chaque vendredi quasiment, elle... alors des fois, c'était des pièces qui étaient prédécoupées à l'atelier, etc. Mais elle arrivait et elle venait poser un élément, quoi. Ouais. Voilà. Donc chaque semaine, il y a eu... par exemple, la structure de la table. Bon, après, c'est moi qui l'ai carrelée, mais... Voilà, un samedi, on allait faire un bureau, ce placard-là, installer le vidéoprojecteur. Ça a été très, très vite. Mais parce qu'on avait cette envie-là aussi, quoi. C'est une concession pour s'y sentir bien. Mais justement, si on va un peu plus loin dans ces questions d'aménagement et de ce qui fait l'unicité de votre maison, parce qu'il y a quand même des marqueurs assez forts. Et notamment, t'en parlais, cette table sur laquelle on est en train d'enregistrer, qui est une table maçonnée, on pourrait dire, complètement carrelée, en carrelage blanc 10 par 10, avec des joints de couleur. C'est ça. C'est quand même peut-être pas là, mais une des signatures de cette maison, parce que à tous les emplacements où on pourrait éventuellement retrouver du carrelage, on a ces carreaux 10 par 10, et même à d'autres. Donc, on a cette table de salle à manger qui est en carrelage. On a ton bureau qu'on aperçoit là-bas dans le coin de la pièce qui est également en carrelage. Et puis, on retrouve évidemment ces carreaux dans la salle de bain. Tu peux nous parler un peu de cette mise en œuvre et de cette idée ? Alors, en fait, ce qui est important aussi dans notre projet et dans tous les projets qu'on mène, c'est aussi la question du budget. La question du budget.
elle est importante. Et on s'est dit, comment réussir des fois à créer des éléments design, comme tu dis, des marqueurs forts, mais sans être dans des budgets hors de prix. Alors, il y a certains trucs où on a fait des choix plus onéreux, mais voilà. Et en fait, c'est tout con, mais ce carrelage, il coûte 10 € du mètre carré. D'accord ? Oui, c'est un premier prix. C'est un premier prix. Mais en fait, en venant ajouter ce joint de couleur, c'est là où ça vient, comment dire, créer le petit côté punch, quoi. Et on avait envie, en effet, de retrouver ce marqueur-là à différents endroits dans la maison. Donc, on a ce joint qui il l'appelle bleu pan, mais bleu très, très foncé. On a fait le choix dans la cuisine de reprendre le carrelage en crédence avec ce joint rose et dans la salle de bain en terracotta. C'est des marqueurs, je sais pas, nous, ça nous a vraiment, ça rappelle ce petit côté piscine. D'ailleurs, tu as vu en bas, il y a la barre un peu. Qui peut pour faire les pieds, piscine. Ouais. Alors pour certains, ça fait table de chimie. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté tu vois paillasse Ouais. de cours de physique-chimie au collège. Ouais. Mais c'est un vrai coup de cœur qu'on a eu. Je pense que c'était inspiration Pinterest à l'époque. Hein. Et puis, qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc Joanne a fait la structure, par exemple, ici en bois et puis en acier. Et puis moi, je suis venue plaquer et puis jointer. C'est pas très compliqué à faire. Et ça permet d'avoir une table qui sort de l'ordinaire pour pas très cher, quoi. Et puis surtout, personne n'a la même, quoi. C'est sûr. Alors tu dis c'est pas très compliqué, mais je sais que c'est toi qui as posé le carrelage. Oui. Et qui a fait les joints. C'est pas très compliqué, mais c'est quand même pas si facile. Parce qu'effectivement, ça demande quand même d'avoir une maîtrise pour avoir un quadrillage parfait. Parce que là, t'as pas le droit à l'erreur. Enfin, le moindre millimètre qui est légèrement décalé, ça te voit tout de suite que ton joint, il est pas nickel. Ouais. Donc, comment tu t'en es sortie sur cette... Alors, moi, je suis beaucoup la petite main de Joanne sur plein de choses. Et alors, c'est un bien, les petites mains, il en faut. Hein. Mais là, par exemple, pour pas mal de choses, Jo, elle s'occupe du calpinage. Calpinage, c'est hyper important. C'est savoir comment on part. Et en fait, en bricolage, elle me le dit souvent. Elle me dit, les gens qui vont trop vite, ils vont de travers. Ouais. Et en fait, au début... Et souvent, sur le carrelage, ils partent mal et ça finit... carrelage, pose des sols, c'est une cata. Et en fait, souvent, je lui disais, quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, je lui disais, mais pourquoi t'es aussi lente à démarrer ? Moi, je suis quelqu'un qui va plus vite qu'elle. Et je me rappelle, quand on posait le parquet, elle prenait du temps. Mais en fait, j'ai compris après que si tu te démarres mal, en effet, c'est la catastrophe. Ah c'est sûr qu'il faut bien réfléchir. Voilà. Avant. Et puis c'est tout con, mais si tu te dis, je vais partir avec un carreau plein, si tu te retrouves au bout avec, tu dois faire une découpe et ton carreau il fait 2 cm, c'est la cata. Ouais, et donc là, comme c'est une structure sur mesure, l'avantage c'est qu'elle l'a pensé pour qu'on n'ait pas de découpe à faire. Tu vois, juste à la meuleuse couper à 45 pour faire les ongles. Là, on est sur du pile poil. Oui. Ouais, voilà. Mais voilà, donc le calpinage hyper important. Donc souvent, elle m'aide, elle me lance, puis après, moi je peux continuer toute seule. Voilà. Après, il y a plein de choses. Hein. Les gens n'osent pas se lancer parce qu'ils vont se dire j'y arriverai pas. Et voilà. Alors, ça sera jamais parfait. Hein. Moi, j'ai un pote qui est perfectionniste. Quand il est venu manger à la maison l'autre jour, il était dans le canapé, il regardait ma table, il m'a dit ça part un peu. Donc ça se trouve, il y a 3 mm de décalage. Mais faire maison, c'est aussi accepter que des fois il y a des petites imperfections. Et c'est en faisant de toute façon qu'on apprend. Il y a 10 ans, je savais absolument rien faire. Et à chaque fois, j'upgrade, j'apprends des choses en plus et je trouve ça génial, quoi. Et je le vois là dans mes projets actuels où je gère plus de choses toute seule. J'aurais jamais été capable il y a 10 ans. Donc, il faut se faire confiance et il faut se lancer à un moment. Et aujourd'hui, on a quand même de nombreuses ressources sur Internet. Et moi, des fois, j'ai l'humilité de me dire, ça, je sais pas faire. Aussi parce que Jo est tellement doué en bricolage qu'il y a plein de choses qu'elle fait. Et là, d'être tout seul dans mon appart, des fois, je regarde un tuto sur YouTube et puis let's go, quoi. C'est sûr, c'est nécessaire. Et t'en as parlé aussi, on a parlé donc des carreaux, une des signatures de cet intérieur. Il y a aussi effectivement tout le mobilier de rangement créé sur mesure et plaqué, en contreplaqué, non, c'est même pas du contreplaqué, c'est vraiment du pain maritime. Oui. Pareil, comment c'est arrivé à vous cette idée On avait vraiment envie de mettre beaucoup de bois. En fait, ce qu'on aime avec le pain maritime, c'est... Je sais pas, ce côté très vivant, très brut. Chez nous, on avait mis de l'OSB à l'époque. En fait, l'OSB à l'époque, ça coûtait que dalle. Hein. Il y a 10 ans, les artisans, ils les mettaient des fois comme plaques pour protéger leur chantier. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, on avait plaqué tout notre étage en OSB. On aimait beaucoup. Et on avait envie de reproduire ça, mais avec un autre matériau, en fait. Et là, le pain maritime, on le trouve très beau, très clair, vivant. Il a ses veinures très marquées. Et on avait vraiment envie de ça dans la maison. Pour lui donner aussi du caractère. Parce que comme on se disait, on est vraiment sur une maison quasiment neuve. Et si on avait juste du placo blanc partout, juste la peinture
n'aurait pas suffi en fait à venir amener cette âme à la maison. Et là, je trouve que le bois s'y prête complètement. Donc, je crois qu'on a acheté 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés de bois. On a tout utilisé. Ah oui. Ouais. C'est effectivement un sacré paquet de bois. Ouais. Parce que du coup, on en a ici, là, dans la pièce à vivre. Vous l'avez utilisé pour Le dressing. le dressing de l'entrée, effectivement, derrière moi, et qui vient harmonieusement en un meuble courbé s'intégrer dans la pièce de Ouais. vie. Où là, du coup, c'est à la fois un petit buffet et un meuble de rangement. Vous en avez aussi donc dans la cuisine, puisqu'une partie, enfin tous les meubles colonnes sont fermés, plaqués, au lieu d'aller sur des façades vendues. Ouais. Vous avez aussi effectivement fait le choix d'aller varier les types de façades dans la cuisine et d'utiliser le pain pour fermer les colonnes. Vous avez également l'écran du vidéoprojecteur qui est intégré dans un coffrage en pain maritime, et on a encore d'ailleurs la pompe à chaleur là-bas qui est dans la pièce de vie et qui est harmonieusement camouflée aussi par un grand placard en pain qui vient se terminer avec ton bureau et des rangements muraux également. Exactement. Donc et on ne parle là que de la pièce à vivre, parce qu'effectivement vous en avez aussi dans toutes les chambres. Toutes les chambres. Ouais, toutes les chambres. L'idée, comme dans l'idée du carrelage, c'était aussi d'avoir un rappel, en fait, d'avoir quelques codes, quelques marqueurs forts, mais du coup qu'on retrouve à différents endroits de la maison. Ouais, ça c'est toujours effectivement une bonne idée pour avoir une harmonie d'ensemble. Ouais. C'est d'avoir comme ça des marqueurs qu'on va retrouver. C'est ça. Et qu'on va qui vont pas forcément être identiques. Alors là, le pain maritime, effectivement, il va se retrouver de la même façon d'une pièce à l'autre, mais comme vous l'avez fait avec les carreaux, partir sur des joints de couleurs qui soient différents dans chaque espace, c'est l'idée d'aller dérouler la plotte, j'aime bien dire souvent, et de créer comme ça des repères qu'on va trouver dans tous les espaces pour créer une harmonie d'ensemble. Ça marche en général très bien de fonctionner comme ça. Complètement. Et donc, effectivement, ce pain maritime qu'on retrouve un peu partout et qui vous a permis d'aller créer tous ces rangements sur mesure. Oui, complètement. Et là, on est vraiment sur sur mesure, quoi. Et ça nous permet d'avoir optimisé, comme on se disait, chaque centimètre carré. Et on a plein de placards vides. Et ça, on n'y aurait pas cru. Hein. Non, c'est sûr. Parce que, 72 mètres carrés à 4, c'est quand même quelque chose. Et même, tu vois, on t'en parlera peut-être tout à l'heure de cet escalier qui est aussi un choix fort. Mais dessous, on a fait une cabane pour les enfants, une grande cabane, avec, tu vois, l'électricité, ils peuvent faire des booms. C'est ça. On aurait pu penser que vous auriez pu justement capitaliser sur le dessous d'escalier pour y créer du rangement. Et même pas. C'est la cabane des enfants, quoi. C'est ça. C'est quand même fort. Ouais. Oui, effectivement, cet escalier, parlons-en. C'est aussi... Alors, l'escalier, je le dis aussi assez souvent, pour moi, le choix de l'escalier, c'est quelque chose de primordial, parce qu'un escalier, c'est quand même massif, c'est imposant dans un intérieur. Et en fonction du choix qu'on fait, c'est aussi quelque chose qui va donner une couleur. Exact. Oui. Là, c'est le cas de le dire en plus, parce qu'effectivement, il est jaune fluo. Et de ma vie, je n'avais jamais vu d'escalier jaune fluo. Vous êtes les seuls à avoir effectivement osé. Ouais. Et pour le coup, il est fort, parce qu'il est en plein milieu de la pièce, de la pièce à vivre. Donc, c'est un escalier en métal, naturellement, parce que Joanne est métallière. Voilà. C'est elle qui l'a intégralement pensé et construit. Oui. Complètement. Moi, quand on est arrivé ici, on a exactement, pour rebondir sur ce que tu disais, on s'est dit, on peut pas avoir un escalier classique. En fait, c'était pas possible. On savait qu'il serait en plein milieu de la pièce, ça sera un élément central. On savait qu'il serait en métal, vu que Joanne est métallière. Et je lui ai dit, mais j'aimerais un escalier peint. Et alors souvent, elle me dit qu'elle a comme elle verbalise pas toujours ses idées, elle me dit que souvent elle a eu l'idée aussi. En fait, on a souvent les mêmes idées, mais on se les dit pas au même moment. Elle te dit qu'elle a eu l'idée avant, alors qu'elle te l'a pas dit. Ouais. Donc on saura jamais, mais en gros, on hésitait entre du rose, du jaune ou le bleu métal qu'on retrouve sur la barre à tes pieds là, tu vois. Et en fait, cette maison, elle est pas ultra bien exposée, mais je sais pas si tu remarques, elle est très lumineuse. Regarde là, on n'a aucune lumière d'allumée. Oui. Non, alors qu'elle est pas très bien exposée. Lumineuse. Et en fait, on s'est dit, elle est nord-ouest. D'accord. Donc elle est pas très bien exposée, d'où le choix de cette grande baie vitrée. Et donc cet escalier, on s'est dit, escalier jaune, ça va forcément apporter de la lumière, et c'est vrai. Et on regrette juste ce choix des fois, parce que c'est assez salissant.
Donc, on voit toutes les petites poussières. Bon, bah du coup, notre maison est plus propre qu'avant parce que tous En les même temps, jours, vous on pouvez passe. pas le deviner. On pouvait pas le deviner. Un Mais on escalier regrette jaune, pas. On effectivement. regrette pas. Enfin, moi, j'adore cet escalier. Je m'en lasse pas. Et pourtant, je suis pas fan du jaune. Mais là, on est sur un jaune. C'est un thermolaquage. On est sur une peinture métallisée et enfin métallique, quoi. Et je sais pas. Oui, on est sur un jaune mat, enfin sur une finition Ouais, mat. c'est En ça, plus, ouais. ça a quand même un aspect même un peu texturé, limite, Mais c'est le cas parce que c'est pour que ça soit pas un glissant. peu antidérapant. Ouais, c'est ça. C'est le sablage, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ouais, une grosse pièce, un choix très fort. Mais, et je me rappelle, notre famille nous disait, mais vous allez pas mettre un escalier jaune, les filles. Et nous, on leur disait toujours, faites-nous confiance. Et je me rappelle pendant des mois, mais ils pensaient presque qu'on faisait une blague. Et quand ils viennent aujourd'hui, c'est unanime. C'est, ah, vous avez eu raison. Ah, il est bien votre escalier. Et surtout que du coup, pour aller au bout du sur-mesure, vous avez quand même réussi à intégrer ces colonnes de cuisine sous l'escalier. Ouais. Ouais, bah ça c'est la magie Johan, hein. C'est sa partie. Enfin, pour aller jusqu'à du coup refaire sur mesure des façades de la cuisine qui vient de chez Leroy Merlin, hein, pour les faire en pain maritime, c'est pour te montrer jusqu'où elle va dans le détail, quoi. Donc oui, en effet, on a tout intégré. De toute façon, c'était obligatoire, hein, sinon on avait vraiment une cuisine rikiki. Et c'est ça le pari et la réussite de cette maison, hein. C'est vraiment, bah, on a quand même une sensation d'espace, alors que pourtant on n'en a pas beaucoup. On a quand même 3 chambres, on a quand même 2 WC, un extérieur, un coin bureau, une cabane pour les enfants, alors qu'on a 72 mètres carrés. Ouais, c'est sûr. Mmh mh. Et on a parlé d'optimisation avec ces meubles sur mesure et tu nous en as touché un peu, enfin, tu nous as glissé un mot, effectivement, les structures dans les chambres des enfants. Comment vous avez optimisé les chambres des enfants, qui font donc moins de 9 mètres carrés, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Donc, qui sont quand même des très petites chambres, Ouais. de base, Ouais. en termes de superficie Moins au de 8 sol. même, je crois. Moins de 8. Ouais, on est clairement sur la toute petite Ouais. chambre. Et pour autant, Il y a un bureau. il y a un bureau, il y a du rangement, il y a un lit 2 personnes. Ouais. Effectivement, tu nous disais, vous avez du coup l'objectif, quand vous vous êtes rendu compte quand même que vous alliez avoir une surface limitée, ça a été de monter le plus haut possible. C'est ça. Tout de suite en ayant l'idée que vous alliez optimiser la hauteur des pièces. Exactement. Et justement, dans les 2 chambres des enfants, vous avez créé des structures avec des lits à étages, on peut dire. Et on retrouve rangement, bureau sous le lit, ce qui donne une impression vraiment de volume. Moi, je trouve que c'est assez bluffant à chaque fois. Parce qu'effectivement, il y a vraiment, il y a quoi, 3-4 mètres Ouais, ça de doit hauteur être... sous ouais, plafond. c'est ça. On est Ouais. quand même sur quelque chose de très, très haut. Ouais. Et donc, une fois encore, vous avez joué sur le sur-mesure pour aller créer ces ça. lits cabanes que Ouais. les enfants adorent, j'imagine. Bah oui, c'est génial pour eux. Et en effet, donc ça, c'était... Enfin, c'était une condition un peu sine qua non. Il fallait qu'on mette des lits... Des lits en hauteur, sinon on n'aurait pas pu optimiser ses chambres autant qu'on le voulait, puis ça n'aurait pas été aussi confortable. Donc là, en effet, il y a des structures métal qui sont assez hautes, mais pas trop hautes dans le sens où les enfants tiennent debout. On se sent pas étriqué non plus. Nous, on fait dormir des couples d'amis, la famille, des couples d'adultes à l'étage. Donc c'est hyper confort. Notre fils, il a un lit de 140 et notre fille, on a mis 120 parce qu'elle voulait un peu plus d'espace, mais un lit de 140 passait aussi. Donc nous, les adultes, on tient assis, sans problème. Donc ensuite, il y a l'escalier. Et sous l'escalier, en fait, du coup, chaque marche est de la taille d'un caisson, tu sais, les caissons Ikea en plastique. Oui. Parce qu'on en avait plein. Et en fait, sous chaque marche, il y en a, tu peux ranger entre 2 à 3 caissons. Ah, donc en fait, vous avez même pensé Ouais. la profondeur des marches pour que ce soit adaptable aux caissons Ikea. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, on sait que c'est des rangements qui sont pratiques pour les jouets, etc. Et que si c'est un placard classique, tous les jouets vont se retrouver en vrac. Alors que là, du coup, donc on a une mini partie dressing. Tu vois, ils n'ont pas besoin de grand-chose à cet âge-là. Donc voilà. Et ensuite, il y a des caisses Ikea où ils ont les Lego, les machins, les jouets, les déguisements. Et comme ça, tout est rangé. En fait, il y a... entre guillemets, il y a rien qui dépasse et c'est rarement des chambres qui sont en plein bazar. Enfin, ça arrive, mais du coup, ça se range facilement. Et ensuite, on a ce coin bureau qui est assez confortable aussi. Donc, en fait, dans la chambre qui fait moins de 8 mètres carrés, il y a un lit de place, un petit espace bibliothèque en haut où ils ont les bouquins, etc., table de nuit, lampe de chevet, etc. Ils ont même des montoirs animaux, ils appellent ça. Donc, une corde avec une poulie pour monter leur peluche. Et puis voilà, des rangements, plein de rangements. Hein. Ils ont tous leurs jeux sans souci.
petit dressing et puis espace bureau. Et un espace confortable de jeu où ils peuvent s'étaler aussi au sol. Notre fils, il a un punching ball, voilà, il accroche des cordes. Notre fille aussi a pas mal de choses. Donc voilà, dans moins de 8 mètres carrés. Donc c'est Ouais, top. c'est chouette, Mmh. effectivement. Et si on parle un peu plus maintenant des aspects d'ambiance, Ouais. on peut dire que vous avez un univers très coloré, Mmh. très punchy, avec beaucoup d'inspiration 70s, j'ai envie de dire, Ouais, c'est vrai. puisque vous chinez beaucoup et il y a quand même beaucoup d'éléments mobiliers Mmh. luminaires, voilà, années 60-70. Et, mais il y a vraiment, ouais, il y a vraiment ce fil conducteur de la couleur. Alors chez vous, si je dois lister toutes les couleurs qu'on a, effectivement, on a parlé de l'escalier jaune, mais qui est un jaune citron. La Mmh. cuisine, elle, dans un jaune plus doux, avec des caissons vert de gris, on va dire. Ouais. On a le bleu clin qu'on retrouve naturellement. On a du rose dans les toilettes, Ouais. du brun dans le couloir, Ouais. euh, Terracotta dans la salle de bain. terracotta dans la salle de bain, du jaune dans votre chambre. Non, Ouais, si, dans notre chambre, puis dans la chambre d'Isaac et dans la chambre de June, on retrouve le bleu. Ouais, il y a beaucoup voilà. de Je couleurs, les ai pas ouais. comptés, mais on a Ouais, vraiment un univers coloré ouais, très assumé. oui. La couleur, c'est un truc qui vous définit. C'est un truc. Vous aimez la couleur. Eh ben, écoute, on n'en avait pas beaucoup dans l'autre maison. Ah ouais. Et en fait, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que chaque maison, c'est à son thème. Tu Oui. vois? Mais c'est pas conscientisé. Notre autre maison aussi, on l'a achetée il y a 8 ans. Et en fait, il y avait vraiment ce côté brocante Chine très, très marqué. Très, très, très marqué. Et qui nous a plu, mais qui nous a lassés. Et qui a Mhm. plu à d'autres gens, donc parfait. Et en fait, ici, on s'est dit, si on n'assume pas la couleur, des choix osés dans cette maison, on le fera nulle part ailleurs. Parce qu'il y avait vraiment ce pari de se dire, c'est un petit espace, on veut en faire voilà un espace cosy, design, oui, et coloré et vivant. Et on allait jusqu'au bout, et en fait, ça fonctionne. L'autre jour, j'ai une amie qui est venue, qui est agent immobilier, qui m'a dit, comme toi, elle m'a dit, mais vous avez combien de couleurs? Elle m'a dit, mais jamais j'aurais osé, et ça marche, quoi. Et c'est vrai que des fois, on n'ose pas parce qu'on a peur de mélanger du rose avec du bleu, puis dans la même pièce, il y a du jaune, et puis il y a du vert. Mais en fait, c'est la façon dont tu viens disposer ces couleurs et finalement dont tu assumes ça, je trouve, qui fait que ça match. Alors après, t'as pas vu dans notre chambre, mais les couleurs, on les fait pas non plus à l'arrache, hein. Généralement, on achète 40 balles de testeurs, on se fait des fiches, on les accroche, on passe 15 jours avec les fiches. Les enfants choisissent, généralement, on choisit le couleur opposée. Et puis on finit par choisir et à chaque fois, tu vois, le brun, on a voulu se faire ce côté couloir d'hôtel, tu Mhm. vois, avec le sol terrazzo. Un brun, c'est un brun fort, un marron, c'était pas facile et en fait, on est trop contente du choix. Mais généralement, on passe 15 jours à réfléchir avant, à faire notre testing de couleurs, etc. Et voilà. Bah, c'est intéressant justement. Donc vous faites des tests Ouais. et après comment se fait le choix final? Est-ce que, enfin, c'est quoi vos critères pour choisir une couleur? Ah là là. Bon, ah oui, après effectivement, je pense qu'il y a le cœur qui parle aussi beaucoup. Bah, il y a que ça. Ah si, et des fois, quand vraiment on doute, là, Jo, elle a fait sur SketchUp le test, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, avant, parce qu'on a vu, on a mis beaucoup, beaucoup de peinture, on a fait qu'on appelle ça des Des arches, arrondis, des ouais. arches, etc. Donc, c'était un marqueur assez fort. Donc, elle a reproduit l'arche sur son PC avec plusieurs couleurs. Et du coup, on a arbitré à ce moment-là. Ok. Voilà. Et vous, à aucun moment, vous prenez votre petit échantillon puis vous allez le poser à côté d'une couleur qui est existante dans la même pièce ou pour voir comment elles vont s'accorder entre elles, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc un réflexe que j'ai assez naturellement. Si, bah, on l'a fait par exemple tu vois là, on a créé cette pièce bleue du sol au plafond, même la porte d'entrée est bleue. Et quand on a voulu faire le rose qui est derrière, tu vois, il y a l'entrebâillement de la porte. On savait qu'on verrait le rose avec le bleu. Donc là, on l'a fait parce que les deux couleurs se collent. Mais en l'occurrence, le brun du couloir, il y avait que le placo. Il y avait ce seul terrazzo et on retrouve en plus le brun un peu dans le terrazzo. Donc ça matchait bien. Après, on n'est pas du genre à se prendre trop la tête. C'est-à-dire qu'on est souvent raccord et on met pas trop de temps à choisir parce qu'à un moment, il faut faire un choix et que si t'attends trop, de toute façon, potentiellement, tu feras le même en plus. Mm. Donc généralement, quand on n'est pas d'accord, c'est souvent entre deux choix, puis il y en a une qui fait une concession, une de nous. Et la fois d'après, ce sera l'autre. Ok. Mais on est rarement en désaccord de toute façon sur nos choix. Oui, vous allez beaucoup à l'intuition et Ouais, c'est souvent un peu la même. c'est ça. Et puis on va assez vite et ça arrive qu'on se trompe. C'est rare, mais si vraiment on se trompe, et bah, ça nous demande juste un peu plus de travail. On refait et on repasse une autre couleur. Bah,
Ouais, sur la peinture, c'est facile de se tromper. Ouais. Il y a d'autres éléments sur lesquels c'est plus compliqué Ah quand oui, même. bah, l'escalier, par Ouais, exemple, voilà. on n'avait pas le choix que de l'aimer. C'est ça. Et ouais, il fallait assumer le jeu de Ouais, citron c'est sur clair, l'escalier une fois c'est qu'il était clair. fait. Mmh. Ça, c'est sûr. Et alors justement, dans cet esprit un peu, 70s, enfin, oui, 70s quand même, qu'on retrouve par le mobilier. En fait, vous avez un univers très contemporain avec effectivement Mmh. des pièces de design très assumées et ces couleurs très punchy. Et en même temps, les petits clins d'œil, c'est quand même les luminaires. Ouais, alors nous, on a un truc avec les luminaires, avec Joanne. C'est, alors Vous n'avez déjà, pas un luminaire neuf. Enfin, ou un, allez, si. je regarde. Non, lequel? Peut-être celui-là, là, le bleu marine, c'est pas, il est pas chiné, lui. Oui, mais en l'occurrence, c'est une pièce, c'est une collab avec un designer Ikea. C'est une pièce qui est plus trop trouvable. Mmh. Donc je suis d'accord que ça reste une pièce. Alors, ça reste une pièce neuve, qu'on a acheté neuve en plus. Mais sinon, en effet, et on a beaucoup de luminaires, t'as vu, hein. Oui, vous 1, en avez 2, énormément, 3, oui. 4, 5, 6. Il doit déjà y en avoir une dizaine autour de moi, Là, je on a pense. aussi déjà 4 plafonniers Ouais, dans la pièce à vivre. ouais. Plus, plein d'applis. Beaucoup, beaucoup Plus, d'applis. effectivement, Ouais. on est au moins Mais on a un truc 5 avec les appliques. luminaires. Il faut savoir que on était trop contente que nos anciens, enfin que ceux qui rachètent notre maison rachètent les 40 luminaires, je crois. Parce que du coup, on en avait 40 qui attendaient dans. Et en fait, on les a quasiment tous mis ici. Dès qu'on va en vide-grenier, il y a des choses pour lesquelles on ne se pose pas la question si on achète ou pas, c'est les luminaires. Ah ouais. Autant tout le reste, on se dit, bah non, on n'a pas besoin, etc. Donc en fait, c'est quasiment, t'as vu, c'est que des luminaires en verre. Oui. C'est que ça. Alors ceci, pour l'histoire, moi je travaillais à la mairie de Rezé. On était dans une ancienne maison de retraite. Et quand je suis arrivée, il y avait un étage qui était encore dans son jus. Et mes collègues me l'avaient fait visiter. J'avais dit, oh, regardez ces lampes. Ils m'ont dit, ah, mais c'est horrible et tout. J'avais dit, ok. On en avait décroché un. Et ensuite, tout le monde se les arrachait. Donc je pense que tous mes collègues de la mairie ont un luminaire comme ça, d'origine chez eux. Ils sont magnifiques. Ils sont assez imposants. Donc ouais, on a beaucoup de petites... comment dire, on a des coupoles, on a des On est ronds, on a beaucoup sur les des, globes on a des en globes, verre. mais on les achète tous. Et puis c'est des pièces qu'on achète toutes à moins de 5 euros. C'est souvent 1 ou 2 euros en fait. Oui. Donc on se pose pas la question. On se pose pas la question parce que on adore, c'est beau et dans nos autres projets, de toute façon, on en aura besoin. Et c'est des pièces qu'on refait vivre. Et potentiellement, voilà, peut-être que les gens qui achèteront cette maison un jour, ils auront envie aussi de les garder et ça nous dérangera pas. Mmh. C'est ça qui est beau. Et on voit que justement, vous êtes même allés, enfin, c'est pas simplement, suspendre un globe en verre, Mmh. chiné. Vous êtes allés même aussi là, créer des luminaires, sur mesure. Ouais, Bon, c'est sûr qu'avec Joanne, bah ouais, qui est métallière, ça aide bien, mais avec ses bras articulés là, ouais, laqués vert ça j'adore. et et donc fini avec ces globes, en verre, à facettes, typiques des années, 60-70, Exactement. Ouais. qu'on retrouve donc dans cette pièce. Il y en a 3 Il y en a un là, puis un pied articulé dans la tournicoté cuisine. là derrière. Et ça, ce verre, je sais c'est un verre un peu camion poubelle en fait, Ouais, un verre poubelle, enfin tu sais, carrément camion bac de poubelle. tri. C'est vrai? C'est vrai. Eh ben, je l'adore. Voilà. Et on n'était pas sûrs. On s'est dit, on part sur quoi? Un verre plutôt magazine, un verre déco? Non. Et on a vu ce verre-là. Il me fait penser à ce jaune, mais en vert, tu vois. Mmh. Signalisation très fort. Et j'aime beaucoup parce que ça vient trancher aussi avec ce côté vieille, enfin, abat-jour des années 60-70, quoi. Il faut oser trancher. Je trouve que c'est ce qui fait un rendu atypique et qu'on voit pas ailleurs. On a compris maintenant qu'en fait, au début, il y a plein de choix qu'on n'assumait pas. Et plus ça va, plus on assume Ah nos ouais, au choix. début, vous étiez un peu incertaine quand même dans l'affichage des couleurs. Dans notre autre maison, il y en avait beaucoup moins, hein, beaucoup moins. Et on allait rester sur, tu vois, par exemple, on avait des vieilles lampes qui étaient encore sur pied, on allait laisser les pieds. Aujourd'hui, on le ferait pas. On laisserait pas une vieille lampe sur son vieux pied. On prendrait son vieux pied pour mettre soit un abat-jour neuf ou qu'on va créer, et on récupérerait, tu vois, L'abat-jour ou le globe, l'abat-jour au globe, pour le mettre sur voilà. un autre pied. Ouais, c'est ça. OK. Exactement. Ouais, vous osez plus faire des mélanges de styles que vous arriviez pas à faire, C'est ça. avant. Ouais. Mais on a un vrai truc avec les lampes. On adore ça. On adore ça. OK. Bon, bah, écoute, c'est vrai que c'est une passion comme une autre. C'est drôle. Et du coup, est-ce qu'à un moment vous vous êtes, interrogée justement sur l'univers, enfin, cette ambiance que vous vouliez créer? Mmh.
comment est-ce que vous l'avez pensé? Est-ce que c'est venu assez intuitivement, tu l'as dit, sur le choix des couleurs? Mmh. Ou c'est quand même quelque chose, tu nous as dit, cette maison, elle était tellement petite qu'il fallait pour lui donner une personnalité, il fallait qu'on aille sur quelque chose d'assumé. Oui, Et c'est ça. du coup, c'est à ce moment-là que tout de suite Alors, vous avez imaginé les choses? ouais, en fait, on s'est vraiment. Alors déjà, on a des tableaux Pinterest et Instagram en commun, donc on s'envoie beaucoup de choses et généralement, vraiment, on aime les mêmes choses. On s'est pas fait un mood board où on s'est dit on va mettre telle couleur, partir sur telle palette. On n'est pas comme ça. Par contre, on s'est dit, tu vois, on s'est envoyé, je me rappelle, des photos d'escaliers de couleurs. On s'est dit, oh, on pourrait faire ça. Oh ouais, allez, let's go. Tu vois, plein de choix comme ça où on s'est dit, même pour des objets de déco, tu vois, le fauteuil jaune, les tabourets violets. On se pose plus la question de ce qu'on ose ou pas. C'est si on aime et que ça nous plaît, on y va. Et ce qui est sûr, c'est que oui, on avait envie de mettre de la couleur dans cette maison. Et on s'est rendu compte que plus on mettait de couleur, plus ça marchait. Par contre, un choix qu'on a fait, et on s'est rendu compte que pour mettre de la couleur, fallait alléger en déco. Et je sais pas si tu te rends compte, dans notre autre maison, il y avait beaucoup plus de déco, de bibelots. Mmh. Et là, on a allégé. Tu vois, là, on a un mur avec des tableaux, mais c'est parce qu'on voulait faire un mur entier de miroirs vieillis. Donc, on les enlèvera sûrement à un moment. Mais sinon, on a beaucoup moins de tableaux qu'avant. Là, on a juste quelques livres, quelques bouquins et des plantes. Mais on peut, enfin, ouais, c'est Oui, vous avez un univers que qui est moins chargé qu'est-ce que vous aviez pu avoir beaucoup avant? moins chargé, beaucoup moins OK, chargé. c'est En fait, on s'est intéressant. rendu compte que avant, pour nous, déco, c'était acheter des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Acheter, je sais pas moi, des petites sculptures, des tableaux, des pièces qu'elle est décorer. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que potentiellement, même si là, enfin, il y a très peu de pièces décoratives. Par contre, le mobilier, c'est de la déco. Mmh. Un canapé, c'est de la déco. Un meuble, une cuisine, J'ai même envie de te dire un escalier, un c'est de la escalier, déco. c'est de la déco. Une fenêtre, c'est de Une la fenêtre, déco. c'est de la déco. Enfin, tout est déco Ouais, et même, la base de la déco, c'est la boîte. c'est ça. C'est les murs, le Ouais, plafond, le sol et l'escalier c'est parce ça. que ça en fait partie. C'est ce Ouais, qui crée, le décor visuel et puis oui, après c'est juste, exactement. de l'accessoirisation, on va C'est dire. ça. Mais avant, on faisait plus de mise en scène un peu. En fait, on avait beaucoup de petites bondieuseries, on aimait acheter ça aussi en vide-grenier. Tu vois, je me rappelle, peut-être qu'on l'a encore, une vieille croix du Guatemala. On n'est pas chrétienne, hein, mais on aime ces objets, en tout cas, très, très colorés. Et en fait, c'était beaucoup les objets qui donnaient de la vie à notre maison. Et aujourd'hui, on s'est dit, on peut pas non plus faire tous les choix. C'est-à-dire que si on a un intérieur très coloré, très punchy, mais plein de petits éléments, ça va faire trop. Et la maison est petite, faut le rappeler. Et on n'avait pas envie de l'encombrer. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix du chauffage au sol, par exemple, pour pas avoir de radiateur. Et donc on s'est dit, voilà, on fait le choix de la couleur, on ose, on a un escalier jaune, on a une table carrelée, etc. Par contre, on va pas mettre trop de choses. Et je trouve que c'est peut-être pour ça que ça marche aussi. Désolée, je gargouille. Non, avec plaisir. C'est que il est presque l'heure de manger. Hem et quel est, si tu devais, te remémorer ce chantier de manière Ouais. générale, c'est quoi la plus grande difficulté que vous auriez, rencontrée? Le plus grand challenge? Bon, il y a quand même l'optimisation des mètres carrés, on en a déjà parlé, mais Ben, en fait, le challenge, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais c'est plutôt d'ordre humain. C'est-à-dire que même si là on a pris un maître d'œuvre, c'est que c'est des concessions humaines pour la vie de famille, la vie de couple en fait, parce que c'est chronophage, que c'est stressant, tu vois, on n'a pas eu de galère particulière, mais il faut être bien accroché quand même en fait. mmh, Et c'est qu'en parallèle, on avait vidé vraiment cette. En fait, le plus dur, sincèrement, ça n'a pas été de construire celle-ci, ça a été de vider l'autre. Et ouais. c'est une erreur qu'on refera plus jamais. Et en fait, en s'allégeant, ça a été le plus gros travail. On se rend compte que du coup, on va pouvoir plus facilement refaire des projets. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de vider, je Mmh. trouve. C'est pas de meubler, c'est de vider. Oui, c'est C'est sûr. pas de construire, c'est de déconstruire. Et du coup, le plus gros challenge, parce qu'en vrai, on a eu des petits soucis dans cette maison. Le souci des fenêtres, le souci de retard, mais c'est inhérent à un projet de construction. En fait, il n'y a pas de projet réno ou construction sans retard, sans. Voilà, il n'y en a pas. Donc, en vrai, c'est plutôt le côté aventure humaine, jongler entre la disponibilité que te demandent tes enfants, continuer ta vie de travail, ta vie de famille, tout en ayant cette charge mentale qui te réveille la nuit, qui t'empêche de te rendormir, etc. Moi, je trouve que c'est ça le challenge le plus difficile. Intéressant. C'est vrai.
c'est vrai que ça sollicite énormément et puis sur la longueur, quoi. Ça demande énormément Mmh. de motivation, parce que ça fatigue un projet de réno, aussi, comme Ouais, ça ça use. fatigue et puis tu vois, on a dû, prendre une loc qui était pas prévue, donc tu rechanges d'espace, tu refais des Mmh. cartons, tu retries, tu sais pas combien de temps ça va durer, enfin enfin, j'ai envie de te dire si, il y a peut-être un truc le plus dur, c'est la charge administrative parce qu'aucune de nous 2 n'aime vraiment ça et sincèrement, en France, ils nous facilitent pas vraiment la tâche et des fois ça pourrait être tellement plus simple quand tu vois les dossiers qu'ils nous demandent complexes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose ça qui est très anxiogène. Donc limite, c'est peut-être ça. OK. Voilà. Et je sais que tu partages assez aisément le budget, lié à cette Mmh. rénovation. Ce que j'ai pas précisé, Oui, c'est que tu partages pas mal d'infos sur tes rénos et de oui, conseils sur ton compte Instagram, donc les filles oui. rénovent. Si on parle budget, Alors budget, on va parler budget, moi ça me pose aucun souci. En France, les gens ont du mal à parler argent. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc cette maison, on l'a achetée 90 000 €. Donc avec, les frais de notaire, tout ça, enfin je sais plus, plutôt 100 000 je crois, tu vois? ouais. Voilà, donc ça peut sembler cher pour une ruine, mais les gens qui s'y connaissent un peu en immobilier savent que c'est l'emplacement qui fait tout. Mmh. On est au calme, on entend les vagues quand on prend l'apéro Ah non, mais dehors. c'est sûr. Ici, On 100 000 €, tu Voilà. rien, hein, En fait, prix. au prix au mètre carré, c'est cher parce que ça fait 1 000 € du mètre carré pour un petit terrain. D'accord? Et en fait, acheter une ruine, ça a un coût parce qu'il a fallu déconstruire. Et déconstruire, ça coûte de l'argent. Je crois que ça nous a coûté 14 000 € la démolition. Tu vois? Ah bah, tu vois, Donc j'aurais ça, pu penser que c'était plus cher. non. Bah, il n'y Mmh. avait pas grand-chose à démolir, Mmh. hein. Il y a des endroits, il suffisait de faire une petite pichenette, ça s'effondrait. Et en fait, on aurait plutôt pu acheter un terrain. Mais au final, 1000 mètres carrés le terrain, c'est cher, mais au final, il n'y a rien, comment dire, à ce prix-là. Tu le connais, le secteur, hein. Mmh. Donc, en gros, cette maison nous a coûté à peu près 300 000 €. Fini. La rénovation nous a coûté assez cher pour une réno parce que il y en a aussi qui pensent qu'on peut rénover pour 500 €, mais on a fait des choix. On a fait des choix forts. Tu vois, la maison, on l'a fait diagnostiquer, elle sort en A. Mmh. Donc, c'est plutôt cool. On a mis un chauffage au sol, on a mis une pompe à chaleur, on a fait une très très bonne isolation, on a mis, enfin voilà, tu vois, des Velux de qualité, des huisseries alu, enfin voilà, on a fait des choix forts. Donc elle nous a coûté, ouais, tout compris 300 000 €, voilà, à peu près. Donc 100 000 € d'acquisition, 200 000 € de travaux. Ouais. Alors après, ouais, à 3-4 % près, parce que c'est vrai qu'après on calcule plus trop, on a rajouté des choses, mais bon, voilà. Après, on a eu des prix sur la métallerie, hein, qui sont conséquents aussi, hein. Je pense que Naturellement. quelqu'un va se Et faire sur la le même, mobilier sur mesure, c'est sûr que vous auriez fait faire ah bah, tout le mobilier sur mesure que je vous pense que aviez là. tu peux rajouter 40 000 €, ça se trouve. Tu vois? Ouais, assez facile, hein. Ouais. Assez, bah, rien que l'escalier, hein. L'escalier, bah, même, tu vois, le meuble en bois, Mmh. cintré, elle l'a passé sous la douche, à l'atelier, pendant plusieurs jours. Enfin, c'est un truc, tu veux faire un meuble comme ça en bois cintré, le meuble d'entrée, je pense que ça peut coûter 5 000 €. Oui. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Donc voilà, ça nous a coûté 300 000. Heu, bon, je pense qu'on s'y retrouve. Et derrière l'acquisition, c'est quoi le poste, de travaux qui vous a coûté le plus cher? C'est la maçonnerie. Ouais. Oui, En naturellement. sachant qu'au final, il nous a pas coûté tant cher que ça parce que je crois qu'on en a eu pour 45 000 € de maçonnerie, mais il nous a monté une maison d'un étage. Ouais. C'est-à-dire et puis on a une dalle béton au premier, on a un R+1. Le poste suivant, ça a bien augmenté le placo, hein, alors on a les huisseries, le placo qui arrive après, quoi. Doit être à 20 000 € de placo. On peut se dire c'est beaucoup pour 70 mètres carrés, mais en fait on a énormément de cloisons à l'étage Oui. parce qu'on a plein, plein, plein de petites pièces assez complexes, des retours et cetera. Les huisseries, voilà, après, charpente, toiture, voilà. Oui, charpente, toiture, ça a dû être un beau morceau aussi quand Ça même. a été un beau morceau, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, maçonnerie, le poste le plus élevé. D'accord. Et on arrive à la fin de l'épisode. Je vais te poser les quelques questions Ouais, fortes ça que je marche. pose à chaque fois. Qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison selon toi? Hem, alors pour moi, il peut y avoir plusieurs choses et c'est ça qui est intéressant avec cette maison. Avant, je pensais qu'une maison, elle devait déjà avoir une âme, en fait, avant que tu t'y installes, tu vois? C'est-à-dire, une histoire, des murs en pierre, quelque chose, quoi, de caractère. Et en fait, cette maison-là, bah, elle avait rien. Ouais, vous l'avez tellement Désossée, enfin, désossé sincèrement, on pensait pas, hein, que mais du oui. coup, naturellement, c'est comme si on repartait à zéro, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et ça nous a un peu déstabilisés parce que nous, on se disait vraiment, ouais, comme je te disais, une maison,
Elle doit avoir une histoire, une âme avant que tu y habites. Et en fait, je me rends compte qu'on peut lui recréer une histoire, alors que certes, il n'y a pas, c'est pas la même âme. Il y a pas, alors il y a une histoire quand même. Elle a subi la tempête. Pour autant, on a pu refaire quelque chose ici. Mais l'âme, c'est ce qu'on vient lui mettre. Enfin, c'est ce qu'on vient y mettre. Tu parles de cette boîte, c'est ça. Comment on la fait vivre, comment on la respecte, comment on pense les espaces. Cette maison-là, on aurait pu faire une maison. Bon, pardon pour ceux qui vont chez Brico Dépôt, mais une maison Brico Dépôt et en avoir pour 200 000 euros, je pense sincèrement. Ce serait pas la même. Il y aurait rien à voir. Je suis pas sûre qu'on s'y sentirait aussi bien, qu'elle aurait autant d'espace, qu'elle aurait autant de charme et de caractère en fait. Donc c'est un vrai pari par contre. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette maison, elle a une âme. Mais une jeune âme, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un vrai pari parce qu'effectivement, vous saviez pas trop vous saviez pas trop où vous alliez Non. pour lui créer cette âme. Et puis vous aviez le sentiment de pas avoir de base à quoi vous raccrocher, quoi. Exactement. Et Exactement. alors que vous étiez quand même lancé dans un projet de rénovation et C'est pas ça. de construction. Non. Donc ça vous a déstabilisé un peu. Ça nous a déstabilisés. Et on savait pas quel était le rendu. On s'est dit, bon, ok, on fait ces choix-là, ok, on met l'escalier, tu vois, on a toujours mis du parquet, on s'est dit, on va mettre ces grandes dalles de carrelage blanc. On a mixé des choses très contemporaines qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mais en fait, l'âme d'une maison, c'est vraiment... je pense que si tu penses ta maison avec le cœur, que tu utilises quand même des beaux matériaux, hein, tu vois, et puis que tu lui donnes du caractère, tu lui crées une histoire. Donc, comme je te dis, cette maison, je pense qu'elle a une âme. C'est une jeune âme. Mais du coup, c'est une chouette histoire. C'est pas un projet que j'aurais pu penser faire, mais on est sur un secteur tellement prisé qu'on n'a pas eu le choix. Si on avait le choix, je pense qu'on serait parti sur une maison ancienne, mais on n'a pas eu le choix. Donc, c'est un pari totalement différent, mais c'est aussi très galvanisant et excitant, en fait. Voilà. De se laisser surprendre. De se laisser surprendre et de venir finalement créer une âme à cette maison. Ouais. Tu vois, la maison qu'on avait avant, elle avait une âme et une histoire qui ne nous appartenait pas à nous. À chaque acquéreur vient amener sa pierre. Mais cette maison-là, j'ai envie de te dire, on est peut-être les premières à lui donner sa nouvelle âme. Puis j'espère qu'ensuite, il y en aura d'autres. Mais voilà, une toute jeune âme. C'est chouette. Et si tu devais prodiguer un conseil, le conseil ultime à ceux qui souhaitent se lancer dans la rénovation, quel serait-il ? Alors, il y a un conseil qui est un peu bateau, mais c'est vraiment de ne pas se poser 1000 questions à la base sur est-ce que j'y vais ou pas. C'est-à-dire à un moment, la rénovation, dans un projet de rénovation, les difficultés, c'est inhérent au projet. Il y aura des difficultés, il y aura des incertitudes, il va y avoir des nuits blanches, donc il faut être prêt à ça. Donc déjà, vous posez pas trop de questions, si ça vous fourmille dans les doigts, si vous avez vraiment cette envie, allez-y. Okay, parce que tous ceux qui l'ont fait, généralement, ils ont envie de recommencer. Et après, le deuxième conseil, c'est l'organisation et bien s'entourer. Franchement, travailler avec des personnes incompétentes, parce que malheureusement, il peut y en avoir, ou des mauvais artisans, ou vouloir tirer des bouts de ficelle sur des budgets qui n'ont pas de sens, ça peut vraiment être la cata, quoi. Donc, nous, nos artisans, le choix des artisans, sincèrement, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Et nous, des rendez-vous artisans, on en a fait des dizaines et des dizaines. C'est pas toujours prendre le moins cher, pas toujours prendre le plus cher. Regardez ce qu'il y a dans le devis, bien les détailler, regardez quel est le devis le plus complet, donc le meilleur rapport qualité-prix, et puis le ressenti que tu as eu avec l'artisan. Le feeling, quoi. Est-ce que le mec, il t'a inspiré confiance, ou la nana, ou pas Est-ce que tu as senti que c'était quelqu'un de bienveillant, qui serait présent si tu avais des difficultés ou pas ? Et pas hésiter à sortir un billet pour un maître d'œuvre si on se sent pas capable de suivre un chantier. Parce que l'argent qu'on met dans le maître d'œuvre, c'est peut-être de l'argent qu'on ne dépensera pas pour autre chose, ou des galères qu'on n'a pas anticipées. Donc, ça allège un peu la charge mentale aussi. Ouais, c'est ça. Donc, parce que, c'est un coup. On l'a dit, c'est quand même fatigant, usant. Déléguer à un professionnel, ça peut aussi effectivement donc, permettre de vivre ça plus sereinement. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas ? En sachant qu'il faut toujours dans sa liste mettre des choses qu'on ne sait pas encore faire mais qu'on va apprendre. Moi, je savais pas poser un parquet, maintenant ça fait partie de ma checklist, le carrelage aussi. Et puis à chaque fois, on upgrade et on apprend de plus en plus de choses, c'est ça qui est chouette. Et à chaque réno, on a des nouvelles compétences dans notre bagage, et il y a des artisans peut-être auxquels on fait moins appel. Ah, tu vis les rénovations comme des formations en fait. Ah bah ouais, non mais clairement. Donc c'est pour ça que tu les enchaînes, tu les multiplies. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Et est-ce que tu aurais
des conseils, des ressources, livres, autres, ou comptes Insta qui t'auraient inspiré quand même pour mener à bien ce projet de réno, même si on a bien compris, c'était quand même très intuitif tout ça. Ouais. Alors, il y a sur Instagram, moi j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais déjà je suis beaucoup de comptes, j'en ai pas forcément à citer, mais de couples, de familles qui rénovent. Parce que ça, c'est plutôt dans le côté motivation. On voit que c'est des gens lambda. L'aventure, quoi. Ouais, Vivre l'aventure. vivent l'aventure. Et qui ont aussi cette humilité, des fois. Alors, il y a toujours dans les commentaires des pros qui vont venir leur faire ouais, mais le mec, il n'est pas plaquiste, il n'est pas, tu vois. Et pour autant, il fait. Et du coup, ça marche, quoi. Donc, je suis ces comptes-là. Il y a un compte que j'adore qui s'appelle, tu dois peut-être connaître, Concrète Collaborative. C'est des sols. C'est canon, c'est magnifique. Ils proposent beaucoup de terrazzo, de matériaux nobles, et eux, je les suis, donc j'adore vraiment. C'est un fournisseur. Mais en fait, je crois que c'est un fournisseur, mais qui est basé à New York, et du coup, j'arrive même pas à savoir si on peut se procurer ces produits par ici. Si, ça doit être très, très compliqué, effectivement. Et après, j'aime bien suivre des comptes de designers. Il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Gustav Westman, qui fait beaucoup de choses très arrondies, très 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 colorées, très punchy. D'ailleurs, je vais bientôt sortir un DIY où j'essaie de refaire un petit peu une création qu'il a faite. Mon DIY est complètement raté, mais je me suis dit que j'allais le poster quand même. Il est très drôle. Donc ouais, Gustav Westman. Et puis je suis pas mal de comptes aussi de créateurs qui font du DIY, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes qui ne seront pas aussi réussis que ce qui existe en boutique, mais à moindre coût. Et en plus, on s'amuse et on peut faire ça en famille. Super. Voilà. Bah écoute, merci énormément, Maud, de t'être prêtée au jeu de cette interview. C'était un réel plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu nous racontes ton projet. Je suis convaincue que ça a pu être incroyablement instructif pour ceux qui se lancent, parce que c'était quand même un projet intense et assez atypique. Et donc, pour ceux qui veulent découvrir davantage de ta magnifique maison, ils peuvent te suivre sur ton compte Instagram, donc Les Filles Rénovent, avec un tiré du bas entre chaque mot. Je mettrai le lien en description de cet épisode. Et comme je le disais, donc, tu partages aussi beaucoup de conseils sur la réno dans le cadre de ton métier donc, de marchand de biens sur ton compte Instagram. Et donc, j'invite les auditeurs à aller faire un tour pour voir ce que tu peux y dire. Encore une fois, un grand merci. Merci à toi, c'était chouette. Merci, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.